Alors ça, c'était la première chose. Vous trouverez donc de la littérature dans le fond, et en particulier, il y a un numéro de Politique Magazine où vous avez écrit un article. Donc je présente Antoine Delacoste en quelques mots. Vous allez surtout l'écouter parce que vous êtes venu pour ça. Ça va être passionnant. Antoine Delacoste, j'ai très bien connu son père. J'ai connu quelques-uns de ses frères et quelques-uns de ses cousins. Et nous sommes exactement sur les mêmes longueurs d'onde. Qu'est-ce que je vais dire? Il rédige régulièrement sur la faute à Rousseau des articles concernant précisément le Moyen-Orient. Il a écrit énormément d'articles sur le Moyen-Orient, dont vous allez profiter ce soir. Et puis il a un site, et un site littéraire. Absolument. Car il est, comment dit-on, multimodal. Multimodal. Et donc, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais je vais y aller, car oui, moi aussi, je me pique un peu de littérature, et ça me fera plaisir de connaître vos goûts. Et donc, c'est un élu de la République. Voilà, donc conseiller municipal, maire adjoint de Sartrouville, c'est ça? Mais en même temps, il est chef d'entreprise. C'est un élu qui est chef d'entreprise, ce qui est ça s'associe. C'est rare, mais ça s'associe quand même un petit peu. Et ben voilà, j'ai à peu près tout dit, Antoine. Si j'ai dit quelque chose. Merci beaucoup. Voilà. Et depuis quelque temps, nous avons lié amitié, et je crois que nous avons une amitié qui est très profonde. Alors, je vous laisse la parole, et vous êtes exprès un peu dans l'obscurité pour vous permettre de suivre les photos. Bonsoir. Donc ce soir, nous allons parler du Proche-Orient. Les points de tension au Proche-Orient. Alors, il y en a partout, donc il faut les sélectionner. Il y en a deux qui sont particulièrement d'actualité. C'est bien sûr la Syrie, la guerre en Syrie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé d'ailleurs à faire des conférences sur le Proche-Orient, parce que quand la guerre a éclaté en Syrie, dans cet océan de désinformation qu'on a subi en France et d'ailleurs dans le monde entier, j'étais convaincu d'une chose, c'est que si les islamistes gagnaient en Syrie, si le régime syrien était renversé, eh bien c'était la fin définitive des chrétiens d'Orient. Déjà que leur sort est peu enviable, déjà qu'on n'est pas sûr que ça puisse durer encore des siècles et des siècles, bien que cela dure depuis des siècles et des siècles, mais leur affaiblissement est tel que si le régime syrien était tombé, derrière, c'était le Liban, et là, il n'y avait plus rien. Donc, la Syrie, ce qui s'est passé en Syrie, et ce qui va encore se passer en Syrie, c'est tout à fait fondamental. Je fais une petite parenthèse, hier, il y a un prêtre catholique qui a été assassiné en Syrie, avec son père, il a été mitraillé par des résidus de Daesh, et donc, il faut qu'on ait une pensée pour ce prêtre qui s'appelait Joseph Ibrahim. Le deuxième point de tension dont on va parler, c'est l'Iran. Parce que l'Iran, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, il se passe plein de choses passionnantes et nouvelles. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Israël et la Palestine, une autre fois, si vous voulez, parce que déjà, en soi, c'est un sujet, et puis, il dure depuis 1948, et même avant. La Syrie et l'Iran, c'est plus récent, et autant Israël, ça ne bouleverse pas ce qui se passe actuellement en Israël, ce qui s'est passé ces dernières années, ça ne bouleverse pas les équilibres géopolitiques mondiaux, alors que ce qui s'est passé en Syrie, ça a bouleversé l'équilibre géopolitique mondial. L'affaiblissement des États-Unis, le retour de la Russie, c'est un événement majeur, et c'est la guerre en Syrie qui a provoqué ça. Alors on dit souvent c'est très compliqué la guerre en Syrie. On me sort toujours la phrase éternelle du général de Gaulle, l'Orient compliqué. Oui, l'Orient compliqué, mais il y a des clés de lecture pour le comprendre. C'est plus compliqué que d'autres pays peut-être, et encore. Ce qu'il faut prendre en compte pour comprendre ce qui se passe au Proche-Orient, il faut prendre l'aspect religieux. Avant tout, l'aspect religieux. Il y a d'autres clés de lecture, mais c'est la plus importante. Et pour comprendre, il faut diviser le Proche-Orient en deux axes. Un axe nord-sud et un axe est-ouest. Nord-sud, vous avez la Turquie, pays musulman, pays sunnite.
Vous avez en dessous la Syrie, pays musulman, pays dont la population est à majorité sunnite, mais dont le régime n'est pas sunnite. Il est alawite, ce qui est une branche du chiisme. On va y revenir. En dessous, vous avez la Jordanie, pays musulman, sunnite. L'Arabie saoudite, le cœur du sunnisme, la Mecque et Médine. Le Yémen, les Émirats arabes, le Qatar, sunnite. Du nord au sud, vous avez un axe musulman sunnite. D'ouest en est, c'est pas d'est en ouest plus exactement, c'est pas la même histoire. Vous avez l'Iran, la grande puissance chiite. Vous avez l'Irak, pays majoritairement chiite, qui avait un dirigeant sunnite qui était Saddam Hussein, que les Américains ont renversé. Et les Américains, qui sont plutôt alliés avec les sunnites et plutôt ennemis des chiites, ont réussi l'exploit de renverser un dirigeant sunnite pour installer des chiites à leur place. Cherchez l'erreur. Bref, maintenant c'est un pays chiite. Si on continue, vous avez la Syrie, donc pays majoritairement sunnite, mais avec un régime alawite, donc chiite. Et enfin, vous avez le Liban. Le Liban est un pays multiconfessionnel, où, comme vous le savez, le pouvoir est partagé entre chrétiens, musulmans sunnites, musulmans chiites, mais vous avez une particularité dans le sud du Liban, totalement chiite, presque totalement chiite, il reste quelques chrétiens, mais presque totalement chiite, en tout cas il n'y a pas de sunnites. Et là vous avez un mouvement très puissant qui s'appelle le Hezbollah, dont vous avez tous entendu parler, qui est le bras armé de la religion chiite au sud du Liban, et qui est allié de la Syrie et de l'Iran. Et donc vous avez un axe sunnite et un axe chiite. Ça, c'est une première clé de lecture. C'est-à-dire que quand on se demande de tel pays, de tel régime, ce qu'il va faire, il faut se poser la question, mais il est sunnite ou il est chiite? De tel dirigeant, il est sunnite ou il est chiite? Et là, vous avez déjà une explication du monde musulman. Et donc, vous avez en vert les pays sunnites et en rouge les pays chiites. Et là, tout de suite, vous comprenez pourquoi il s'est passé quelque chose de particulier en Syrie. La Syrie, c'est le maillon faible. Pourquoi ce pays qui là est vert, c'est-à-dire avec une majorité de population sunnite, pourquoi est-ce qu'il n'a pas un régime sunnite? C'est pour ça qu'il y a eu la guerre en Syrie. Entre autres. Il y a d'autres raisons, on va y revenir. Mais il y a celle-là avant tout. C'est-à-dire que aussi bien pour la Turquie que pour l'Arabie saoudite que pour le Qatar, qui sont les trois acteurs malfaisants de la guerre en Syrie, bien qu'ils se détestent tous, hein, c'est notre chance. Moi, ils ne s'aiment pas. Eh bien, ils étaient quand même d'accord sur un point, c'est qu'il faut faire sauter le verrou syrien. Ce régime alawite est un régime en plus impie. Il faut être conscient d'une chose, si les islamistes avaient gagné en Syrie, les chrétiens auraient eu beaucoup d'ennuis, vous vous en doutez. Mais les alaouites, encore plus. Les alaouites auraient été égorgés les premiers, avant même les chrétiens. Il y a une haine extrêmement profonde entre les sunnites et les chiites. Et au sein des chiites, les alaouites sont particulièrement détestés des sunnites. Ils considèrent que c'est une secte diabolique. Donc, il fallait faire sauter le verrou syrien. Tout ça a commencé en 2011. Vous vous rappelez ce phénomène qu'on a appelé les printemps arabes. Alors là, il fallait voir nos journalistes incultes en train de se dire formidable, ce mouvement démocratique. Ce mouvement démocratique, pas si démocratique que ça, un peu au début, un peu de temps en temps. En Tunisie au début, oui. En Tunisie, c'est une révolte spontanée. Mais très vite, les islamistes vont mettre la main sur l'insurrection. Et ils vont renverser le régime tunisien, qui était dirigé par un dictateur sunnite corrompu, jusque-là on est dans le pléonasme, dictateur sunnite corrompu, mais sur le plan religieux, assez indifférent. La mosquée, l'argent l'intéressait beaucoup, beaucoup plus. Donc on peut appeler ça des dictateurs laïques, renversés. Dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les islamistes ont gagné les élections.
D'ailleurs, entre parenthèses, ils ont gagné les élections sans tricher. C'est un truc dont il faut être absolument conscient. Pourquoi il y a les élections? Parce qu'ils ratissent le terrain. Parce qu'ils vont dans les coins les plus perdus, pendant que la dictature n'avait strictement rien à faire, des villages où il y avait à peu près 100% des jeunes au chômage, eh bien les islamistes arrivaient, distribuaient un peu d'argent, un peu de nourriture, un peu de biens, et après ils en faisaient des islamistes, évidemment, quand on occupe le terrain. Deuxième dictateur renversé, l'Égyptien Moubarak. Vous vous rappelez de Moubarak? C'est exactement pareil que Ben Ali. Sunnite, dictateur, corrompu, laïque. Avec lui, les islamistes étaient pendus avant même d'être jugés. Ça avait quand même valeur d'exemple. Et bien pareil, il a été renversé, les Américains l'ont lâché. C'est une spécialité américaine de lâcher ses alliés. Après lui avoir promis qu'ils le soutiendraient, ils l'ont lâché devant l'ampleur du mécontentement. Pareil, dans la foulée, on a eu quoi? On a eu des islamistes au pouvoir. Simplement, en Égypte, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a l'armée. L'armée, elle ne vaut pas mieux que les autres. Hein. Elle est corrompue jusqu'à la moelle. C'est pour ça qu'ils surveillent le pouvoir, pour continuer à s'enrichir. À commencer par le dictateur actuel, qui est le général Morsi. Qui est peut-être devenu maréchal d'ailleurs. Je n'ai pas suivi les dernières promotions. Bon. Sisi, pardon. Oui. Morsi, c'est l'opposant qui a été en prison. Le maréchal Sisi. Et le maréchal Sisi, donc, a fait son coup d'État avec l'armée, a remis la main sur l'Égypte, a tué quelques milliers d'islamistes, en a mis quelques milliers en prison, et l'ordre est revenu. N'empêche que l'histoire s'est finie pas trop mal, pour l'instant. Tant mieux pour les Coptes. L'histoire s'est finie pas trop mal, mais elle aurait pu très mal se finir. Les islamistes ont été au pouvoir en Tunisie, ont été au pouvoir en Égypte. Et donc, ces printemps arabes ont marché dans ces deux pays-là. Dans les autres, non. Mais il y a eu la Syrie. Une autre clé de lecture, deuxième, après la religion, sunnite, chiite, c'est une division essentielle. Et bien, il y en a une autre quand même qui est la division ethnique. C'est pas poli de parler d'ethnies différentes, mais ça existe, c'est une réalité. Et on ne nie pas les réalités. Il faut avoir en tête que la plupart de ces pays sont arabes. Vous avez trois exceptions. La Turquie, ce ne sont pas des arabes, et c'est une différence qui est notable dans le comportement, dans la mentalité. Ce sont des Turcs, donc partie turkmène et partie d'origine seljoukide, ces vieilles tribus d'Asie, et qui, pour notre malheur et le malheur des Arméniens et de tous les chrétiens de Turquie, qui étaient largement majoritaires en Turquie, ils se sont convertis à l'islam. Un islam très dur. Et autant toutes ces armées arabes ne sont pas terribles, on les a vues au cours de l'histoire, l'armée saoudienne étant la plus lamentable et de loin, bien qu'elle soit gavée de dollars américains, eh bien, cette armée n'est même pas capable de battre 5000 insurgés houtistes au Yémen. C'est l'armée la plus nulle du Proche-Orient. Mais les autres ne valent pas tellement mieux, sauf les Turcs. Comme vous savez, les Turcs, ça sait se battre. Nos ancêtres, les croisés, en savent quelque chose. Vous avez deux autres ethnies, l'Iran. Vous savez tous que l'Iran sont des Perses, ce ne sont pas des Arabes. Ne dites jamais à un Iranien qu'il est arabe. Il le prendrait très très mal. Et puis, dernière ethnie, je viens par Israël évidemment, dernière ethnie, les Kurdes, ceux qui n'ont pas de pays. C'est une ethnie à part, les Kurdes. On en dira un mot tout à l'heure. Parce qu'ils ont joué un rôle important et ils jouent encore un rôle important. Pas toujours glorieux, mais important. Donc, deuxième clé de lecture, la partie ethnique. Elle est importante. Alors, elle n'explique pas tout, parce que les Syriens sont arabes, les Saoudiens sont arabes et ils se détestent. Donc, ça n'explique pas tout. Mais c'est un complément. C'est un complément pour comprendre ce qui se passe. Et le fait que les Iraniens ne soient pas arabes, ça c'est très important. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont basculé dans le chiisme. Ils ne voulaient pas se mélanger avec les autres. Juste pour mémoire, pour qu'on se rappelle quand même les chrétiens, nos frères chrétiens d'Orient. Vous avez en rouge combien ils étaient au début du XXe siècle et aujourd'hui.
Alors vous voyez, ça va pas fort quand même. Le Liban, 55-36%. 55% des chrétiens en 1900, 36% aujourd'hui au Liban. Vous connaissez la raison? Il n'y en a qu'une. Démographique. Parce que les Libanais, ils ont beaucoup émigré, mais aussi bien les musulmans que les chrétiens. Beaucoup de chiites. Vous allez en Afrique, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez des milliers de chiites qui tiennent tout le commerce. Chiites libanais. Eh bien, c'est la démographie. C'est-à-dire que ces chrétiens d'Orient qu'il faut soutenir, je ne vais pas en dire du mal, parce qu'ils souffrent beaucoup. Enfin, s'ils arrêtaient d'avoir 2 enfants par famille, ce serait mieux. Ce serait mieux pour eux, parce que pendant ce temps, les chiites et les sunnites, ils en ont 6 ou 7. Au bout d'un moment, ça se voit. Le plus tragique, c'est évidemment la Turquie, ils étaient 20%, c'était les Arméniens. Les Turcs ont employé une autre méthode, là, ils n'ont pas attendu la démographie, ils les ont exterminés, avec l'aide des Kurdes. Ils les ont exterminés sur, à peu près au dernier, les 0,1% qui restent ne sont pas des Arméniens, ce sont des expats, des gens de passage, mais... La Syrie, 20%, 7%. C'est terrible, hein. L'Irak n'a jamais eu beaucoup, mais enfin l'intervention américaine a achevé de les détruire. Et le seul qui tient, c'est l'Égypte, c'est que 10%. Et c'est un très grand pays. Et vous avez quand même à peu près 10 millions de Coptes en Égypte. Donc ça compte. Donc les Coptes, ils rigolent pas tous les jours. Il y a eu des attentats terribles, le jour de Pâques, le jour de Noël, dans des grandes églises du Caire, où on comptait les morts par dizaines, y compris les prêtres. Mais ils sont 10 millions. Donc eux, ils ne vont pas disparaître comme ça. Et puis il y a beaucoup de Coptes très pauvres. Et les Coptes très pauvres font beaucoup d'enfants. C'est la différence entre les chrétiens libanais, qui pour la plupart sont plutôt de souche aisée, certains sont même fort riches, et ceux-là font moins d'enfants. Alors maintenant la Syrie. C'est un peu petit peut-être. On va essayer de grossir. Voilà. La Syrie, pour comprendre, on va maintenant analyser la guerre en Syrie. C'est extraordinaire ce qui s'est passé en Syrie. Déjà, pour avoir une idée, vous avez tous vu les cartes de la Syrie. Et donc, en vert, vous avez les sunnites. Mais vous voyez qu'ils sont très majoritaires. En jaune, vous avez les alaouites, ceux qui sont au pouvoir. Ils sont dans la partie la plus riche de la Syrie. En plus, au bord de la mer. Et puis près de Tartous. C'est là où il y a la base navale russe. Très important. Vous avez les chrétiens, qui sont plutôt là, et là, un petit peu. Et sinon, anecdotiquement, vous avez du kurde et des druzes, qui sont plutôt dans cette région-là, près d'Israël, près de la Palestine. Donc, vous voyez, les sunnites sont majoritaires, ils occupent une grande partie du pays. La particularité de ces sunnites, c'est que leur majorité sont issus de milieux extrêmement modestes. J'ai perdu ma carte, mais je vais la retrouver. Ils sont issus de milieux extrêmement modestes, ce qui explique leur engagement islamiste majoritaire. Pour comprendre ce qui s'est passé en Syrie, il faut revenir un tout petit peu sur l'histoire de la Syrie. Un petit peu, rapidement. La Syrie, donc, la population est majoritairement sunnite. Avant la guerre, il y avait 20 à 22 millions d'habitants. 70% de sunnites. Ils ont donc été au pouvoir assez longtemps. Avant, c'était l'Empire ottoman. Vous savez, c'est l'Empire ottoman qui a régné sur toute cette région. Et pour les chrétiens, alors ça, s'il y avait un truc qui n'était pas drôle, c'était bien d'être sous la houlette de l'Empire ottoman. Et puis, les alaouites, c'était donc les chiites syriens, en quelque sorte. Il n'y a pas de chiites en tant que tel en Syrie. Ils ont tous adhéré à cette secte alaouite, qui est une secte extrêmement originale. C'est une religion qui n'a pas de clergé, qui n'a pas d'église, et qui cache, en quelque sorte, les vérités de sa religion. Vous avez plusieurs cercles du pouvoir au sein du monde alaouite. Vous avez les débutants, qui sont un tout petit peu initiés, et au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie alaouite, on est initié au mystère de cette religion, qui est, je vous rassure, pour un occidental, à peu près incompréhensible. Sur le fond, il y a Allah,
Il y a Mahomet, il y a Jésus, il y a la Sainte Vierge. C'est très très particulier. On n'a pas de lieu de culte, mais enfin quand même, de temps en temps, on invoque Allah. Mais le dimanche à Pâques, on va chez les voisins chrétiens et on va boire du vin avec eux. Religion très particulière. C'est pas une religion très dérangeante, hein, je vous rassure. Ses exigences ne sont guère monastiques. On va le dire comme ça. Mais c'est une sorte de philosophie. Ils croient en la réincarnation, par exemple, comme les Druzes. Très spécial. Et pendant longtemps, les Occidentaux ne savaient pas ce que c'était que cette religion, parce qu'un alaouite initié qui racontait sa religion était mis à mort. Il ne fallait pas révéler les secrets. Une fois qu'on a révélé les secrets, qu'on les a percés, on est un peu déçus, je ne vous cache pas, parce que c'est quand même un magma un peu informe, pas très cartésien, pas très rationnel. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les sunnites, c'est une secte. Et les sunnites n'aiment pas les sectes. Parce que les sunnites, à l'origine, s'ils sont fâchés avec les chiites, il faut quand même revenir sur ça 30 secondes, s'ils sont fâchés avec les chiites, c'est pour des raisons doctrinales qu'on va qualifier d'assez secondaires. Pas comme les catholiques, les protestants, les orthodoxes, où là, c'est du sérieux les différends. Entre les chiites et les sunnites, c'est pas complètement évident, hein, quand même. Et donc, ce sont plutôt des guerres de succession qu'autre chose. C'est-à-dire qu'après la mort de Mahomet, ça s'est exterminé pendant à peu près 10 ou 12 successeurs du prophète, et le gendre du prophète, Ali, qui a donné naissance à la religion chiite, a été assassiné par les sunnites, et son fils, Hussein, a été également assassiné. Et pour les chiites, Ali et Hussein, c'est fondamental. Et ils ne pardonneront jamais aux sunnites de les avoir assassinés. Les chiites de l'époque, qu'on n'appelait pas encore chiites ni sunnites, ont également fait un peu pareil, et il y a également beaucoup de sunnites qui se sont fait assassiner. Ce sont les débuts de l'islam. Ils se sont comportés comme Mahomet se comportait. Hein. Je suis désolé de le dire, mais enfin, je sais que ça ne vous choquera pas, mais des bandes de pillards, des bandes de violeurs, des bandes d'assassins. Ce n'est que ça. L'islam naît dans la violence et a poursuivi sa carrière dans la violence, et rien d'autre. L'islam, la violence est au cœur de l'islam. Il faut bien avoir ça en tête. Alors je sais que vous le savez, hein, mais quand on entend de temps en temps des hommes politiques ou des journalistes dire l'islam, religion de paix et de tolérance, où ont-ils vu ça? Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Et jamais. Jamais. Ce qui a existé, c'est la dissimulation. À certains moments, oui, quand ils sont minoritaires. À ce moment-là, ils savent très bien se faire la dissimulation. D'ailleurs, c'est codifié, la dissimulation. Et puis quand ils sont au pouvoir, fini de rire. Fini de rire. Lisez Soumission de Michel Houellebecq. Bon, c'est un peu cochon, je sais. Mais quand même, c'est très très intéressant sur l'analyse de l'islam quand l'islam arrive au pouvoir. Et donc, que s'est-il passé en Syrie? Eh bien, les Alaouites qui étaient persécutés se sont réfugiés dans les montagnes, où là, ils vivaient une vie assez misérable, mourant à moitié de faim, et au bout d'un moment, ils ont trouvé la solution. Pour survivre, ils sont entrés dans l'armée. Et les sunnites, soit c'était des feignants, on peut appeler ça comme ça, qui n'avaient aucune envie d'entrer dans l'armée, et les sunnites évoluaient des villes, de la partie Damas, Homs, Alep, qui est le poumon économique sunnite du pays, eh bien eux, ils n'allaient pas entrer dans l'armée, ils étaient aux affaires et ça allait très bien. Et donc les Alaouites sont entrés en masse dans l'armée, au fil des ans. Et puis, comme c'était quand même un peuple assez courageux, assez dur au mal, on n'a pas vécu plusieurs siècles dans les montagnes et dans le désert syrien pour rien, parce que c'est quand même pas drôle, hein, le désert syrien, eh bien, ils ont monté en grade. Et puis, à un moment donné, ils étaient majoritaires. Et donc, ils ont fait un coup d'État. Et puis, ils ont gagné. Alors, il y a eu plein de coups d'État. Plein. Des années 50-60 en Syrie, c'est succession de coups d'État. Et puis, il y en a un qui a réussi un peu plus que les autres, c'est le père de Bachar el-Assad, c'est Hafez el-Assad. Et donc, les Alaouites sont arrivés au pouvoir. Et ça a été un putsch avec des lieutenants, des capitaines, des commandants, des colonels, tous Alaouites. Tous Alaouites. Minorité chrétienne qui n'a pas bougé, et minorité sunnite, quand ils bougeaient, ils se faisaient égorger. Et donc, ça simplifiait la question. Et à ce moment-là, Hafez el-Assad, qui n'était pas un individu d'une haute moralité, mais qui était extrêmement intelligent, extrêmement habile, a eu une idée. Il a fait un pacte avec la bourgeoisie sunnite des affaires.
Et il a dit, pas de problème, un peu comme Poutine en Russie avec les oligarques. Vous continuez vos affaires, mais vous les faites à peu près convenablement, puis il faut reverser quand même une part au régime, et puis aux familles alaouites. Mais vous continuez vos affaires, on vous fiche la paix. Mais pas de politique. La politique, c'est nous, c'est les alaouites. Et la bourgeoisie sunnite, quand je dis bourgeoisie, c'est au sens vraiment large du terme, tous ceux qui travaillaient un peu, qui faisaient des affaires, qui avaient des entreprises, eh bien, se disaient au fond, ça va assez bien, je ne suis pas obligé de faire de la politique. Et donc, moi, il me laisse prospérer mes affaires. Continuons comme ça. Et ça a très bien marché. Et d'ailleurs, c'est une des explications pour lesquelles le régime n'est pas tombé. Parce que vous vous doutez qu'avec 70% de sunnites, on peut prendre le problème par tous les bouts, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et pourquoi le régime a résisté? Pour des tas de raisons, on va y revenir. Mais aussi parce que ces braves sunnites d'affaires qui avaient passé ce pacte avec Hafez el-Assad, mais ils n'ont pas du tout pris parti pour les islamistes. Qui a pris parti pour les islamistes? Qui sont les hommes de Daesh, du Front al-Nusra et de tous ces mouvements sanguinaires? Qui sont-ils? Mais c'est la partie pauvre, c'est la partie analphabète dont je vous parlais tout à l'heure. C'est tous les gens de ces régions-là, c'est tous les gens des campagnes. Les sunnites de Damas, il n'y en a pas un qui a bougé. Pas un. Et donc ce qui a donné au départ de la force à l'insurrection islamiste, parce qu'elle est islamiste dès le début, ce qui a donné de la force à l'insurrection islamiste, ce sont les désertions massives des soldats sunnites, et qui étaient d'un niveau social et intellectuel extrêmement faible. Et c'est ça le fer de lance. Voilà l'histoire. Donc, printemps arabe. Les premières manifestations commencent à se passer. Ça démarre où? C'est pas innocent où ça démarre. Là. Dans une ville qui s'appelle Dera. Dans une ville qui s'appelle Dera, il y a des manifestations. Plus ou moins spontanées, mais quand même. Et évidemment, le régime syrien, appelons un chat, même si je suis bien content qu'il soit toujours en place, parce que sinon, il se serait passé ce que je vous disais tout à l'heure. N'empêche que le régime syrien, on peut le qualifier de relativement brutal. Et donc, les premières manifestations ont été durement réprimées dans le sang. Et c'est à ce moment-là, il y a eu 10-15 morts en 2-3 jours. Bon, vous me direz, en Syrie, oui d'accord, mais ça a dégénéré, parce que là c'est la Jordanie. La Jordanie, c'est tout sauf un pays. Faut quand même savoir, c'est un pays complètement artificiel, il n'y a pas de Jordaniens. D'ailleurs, quand vous allez en Jordanie, et que vous discutez avec des gens un peu évolués, ils sont tous palestiniens. Les Jordaniens, ils ne sont pas sortis de leur tente, ils sont des berbères dans le désert, ils n'ont à peu près rien fait, jamais. Donc, les Jordaniens qui vivent sous perfusion économique de l'Arabie Saoudite et des États-Unis ont laissé prospérer le long de leurs frontières des tas de réseaux islamistes. Et donc, quand ça a explosé à Dera, d'ailleurs, c'est pas tout à fait pour rien que ça a explosé à Dera, parce que c'est là, près de la frontière jordanienne, eh bien, des milliers d'islamistes sont arrivés. Il y avait des armes, il y avait des tunnels, il y avait des caches, il y avait tout ce qu'il fallait pour déclencher l'insurrection. Et l'insurrection a démarré là. Très vite, elle s'est étendue. Elle s'est étendue pour les raisons que je vous ai indiquées, c'est-à-dire que les sunnites ont déserté en masse. Et, une fois qu'ils ont déserté, alors ils désertaient, c'est vrai, avec leurs fusils, enfin ça ne suffit pas. Qui après a fourni les roquettes, les lance-missiles, les mitrailleuses, enfin tout ce qui permet de faire une guerre sérieuse? Nous les Occidentaux, toujours du bon côté. Les États-Unis, la France, l'Angleterre en tête, le trio maudit, ceux qu'on avait déjà vus à l'œuvre au Kosovo, pour tuer les Serbes et mettre des Kosovars à la place, pas des Kosovars, des Albanais, parce que le Kosovar n'existe pas, eh bien, on les a retrouvés là. Très vite, la CIA est à la manœuvre pour fournir des armes aux insurgés. Et très vite, ils reçoivent argent, armes, tout ce qu'il faut. Mais ils ne sont pas les seuls. 3 pays, ceux que je vous ai cités tout à l'heure, vont jouer un rôle majeur. La Turquie, au nord, et puis l'Arabie Saoudite et le Qatar. Heureusement, ces 3-là se détestent. C'est un peu ce qui a sauvé l'affaire. C'est-à-dire que chacun avait ses milices islamistes. Alors pour le sunnite analphabète de base, lui, pour choisir entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, vous doutez bien que ce n'était pas un problème métaphysique intense, c'était combien? Un seul. Alors comme l'Arabie Saoudite
et le Qatar sont immensément riches, vous le savez, un peu moins maintenant, enfin quand même, ça reste très très sérieux, eh bien ils avaient les moyens de donner un armement moderne, de payer un armement moderne, la CIA ensuite arrangeait bien les choses, et puis surtout de donner beaucoup d'argent. Et vous aviez des islamistes qui changeaient de milice en fonction de la hausse de la solde. Il y a eu une inflation des soldes qui fait que ça a attiré beaucoup de monde, mine de rien. Donc, l'Arabie Saoudite, le Qatar, attendez, et ensuite, l'affaire dégénère à partir de 2014, grosso modo. 2014, vous avez Daesh qui commence à entrer en scène. Jusqu'à présent, les durs, ils étaient regroupés au sein d'un mouvement qui s'appelait le Front Al-Nosra. D'accord? Que la France, que les États-Unis, que l'Angleterre ont abondamment soutenu. Laurent Fabius a même dit un jour à la télévision, vous avez bien entendu, le Front Al-Nosra fait du bon boulot. On pourra lui montrer des images de décapitation, de crucifixion de chrétiens par le Front Al-Nosra, crucifiés sur des portes d'une église. Mais le Front Al-Nosra, pour M. Fabius, a fait du bon boulot. Et alors la situation va prendre une ampleur imprévue. Le régime syrien est sur le reculoir. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Daesh, l'État islamique. L'État islamique a une histoire. Ce brave Baghdadi qu'on vient de tuer, heureusement, pas une grosse perte pour l'humanité. D'où vient-il? Des prisons américaines. C'est un Irakien, c'est pour ça qu'il s'appelle Baghdadi d'ailleurs. C'est un Irakien qui avait fait le djihad au moment de l'occupation américaine en Irak, qui avait été fait prisonnier, et les Américains, dans leur grande finesse stratégique, avaient fait un grand camp au milieu de l'Irak, où ils avaient regroupé tous les islamistes ensemble, avec une assez grande liberté de manœuvre et de parole, et tous les futurs chefs de Daesh étaient là. Ensuite, ils les ont libérés, une fois que ça a été à peu près pacifié, et ils sont tous repartis dans la nature. Et vous avez là des gens comme Baghdadi, c'est-à-dire des islamistes purs et durs depuis le début, et puis aussi des anciens officiers de Saddam Hussein, qui n'étaient pas plus islamistes que d'autres au départ. Simplement, les Américains, très finement, au lieu de les retourner et de dire « bon, ben, maintenant vous travaillez avec nous », ce qu'ils avaient pourtant un peu fait en 1945 avec les scientifiques allemands dont ils s'étaient bien servis. Là, ils l'avaient fait, mais je sais pas, ils ont dû perdre un peu la mémoire. Et là, ils ne l'ont pas fait, et donc ils ont renvoyé toute l'armée de Saddam Hussein chez elle, sans emploi et sans argent, évidemment. Alors en plus, dans ces pays-là, l'humiliation du père de famille qui rentre, qui n'a plus de boulot, qui n'a plus d'argent, alors pour en faire un islamiste, hein, c'est fait, mais sur le moment. Et donc ceux-là n'étaient pas spécialement islamistes, simplement, ils ont voulu se venger, évidemment. Et ça va être redoutable, parce que Baghdadi, c'était pas un militaire, c'était un doctrinaire. Mais là, il y avait des militaires, des vrais, qui lui ont appris à faire la guerre. Et donc cette conjonction a créé Daesh. Et Daesh s'est renforcé par un mouvement international absolument incroyable, qui s'est jamais produit dans l'histoire. C'est-à-dire que Baghdadi a eu ce coup de génie, mais en même temps de folie, ça a été sa perte, et ça a été sa dispute avec le Front Al-Nosra, et a dit, le califat, on restaure le califat. Vous savez que depuis la chute de la Turquie, il n'y avait plus de califat, alors qu'il y avait eu les califes irakiens de Bagdad, de Damas, puis l'Empire ottoman, et donc il n'y avait plus rien depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc lui dit, on va recréer, on supprime la frontière Syrie-Irak, qui est complètement artificielle, sur quoi il avait raison, d'ailleurs c'est une frontière complètement artificielle, et on fait le califat, on appelle ça l'État islamique. Et le Front Al-Nosra n'a pas marché, plutôt pas complètement. Une partie a rejoint Baghdadi chez Daesh, et l'autre partie non, parce qu'ils ont dit attention, on fait un territoire, ça va être un objectif, et on va se prendre sur la figure toute la coalition internationale. Et donc pas bonne idée, parce que ton territoire tu vas le perdre. Et c'est eux qui avaient raison, stratégiquement. D'ailleurs le Front Al-Nosra est toujours vivant, et Daesh est un peu toujours vivant. On parlait de Joseph Ibrahim, c'est bien Daesh qui l'a tué, parce que c'est Daesh qui a revendiqué, le Front Al-Nosra n'a pas revendiqué. Bon, enfin quand même, en tout cas Baghdadi est mort, et les dirigeants d'Al-Nosra sont vivants. Simplement,
c'est un coup de génie en même temps, parce qu'il va dire, voilà, le califat est rétabli. Tous les musulmans du monde entier doivent venir pour renforcer le califat et faire le djihad. Et ils vont passer par où, tous ces braves gens? Par la Turquie. Ce bon Erdogan dit, allez-y, allez-y, Erdogan et Bachar el-Assad. Et donc, pendant que l'Arabie Saoudite et le Qatar continuent à approvisionner par le sud, par le nord rentrent tous les islamistes détraqués de la planète. Et alors vous avez plus de 100 nationalités qui sont venues. Alors vous savez tous qu'il y a eu des tas de Français, de Belges, de Tunisiens, d'Algériens, de Marocains, beaucoup de Belges, beaucoup de Tunisiens, des Chinois, la minorité musulmane chinoise qui se trouve à l'est, les Ouïghours, ils sont venus en masse. D'ailleurs ça a posé certains problèmes à certains moments quand ils tenaient des villages. Il y avait les sunnites, les islamistes du village qui trouvaient ça curieux de se faire commander par des Chinois. Vous n'avez jamais vu ce que c'était. Bon, ils ne parlaient pas la même langue, c'était quand même un peu compliqué. Et donc c'est venu du monde entier, plus de 100 pays. Et en très grand nombre quand même. Et donc l'armée syrienne à ce moment-là est sur le reculoir partout. Ça va mal, et vous voyez Daesh tient tout ça. Et là vous avez le front al-Nosra. Et là, il ne reste plus que ça à un moment donné. Ça, c'est 2015. C'est avant l'intervention russe. Et donc, les Russes décident d'intervenir. Pourquoi? Parce que le front est en train de craquer là. Et si le front craque là, c'est fini. Al-Nosra arrive. Et comme il y a Daesh ici. Et donc, les services secrets russes, très présents en Syrie, avertissent Poutine, disant attention, c'est en train de tomber. Les Iraniens qui sont là, qui s'occupent de tout ça depuis le début, ça c'est Eltsine, l'ancien, ça c'est Poutine à nouveau, la photo date un peu, hein. Mais c'est pour voir la passation. Alors Eltsine, bon, on se moque un peu parce qu'il a mal fini, c'est vrai, mais il a été très courageux pour renverser les communistes. Il faut lui rendre cette justice. Après, il a fait n'importe quoi, mais il a été très courageux à ce moment-là. Et donc de 90 à 2000, la Russie entre en décadence complète après la chute du régime soviétique, de 91 à 2000, pour être précis. Et puis Poutine arrive au pouvoir en 2000. Et il reconstruit la Russie. Vaste affaire, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. C'est l'anarchie totale. Et donc il reconstruit patiemment. Mais militairement, ils ne sont pas au niveau. Ils ont perdu une première guerre de Tchétchénie. Avant l'arrivée de Poutine, en 96-97, l'armée russe a été vaincue par les Tchétchènes. Alors, les Tchétchènes, c'est pas des rigolos, mais quand même. Et donc, il reprend l'offensive contre les Tchétchènes. Il veut empêcher les Tchétchènes de proclamer leur indépendance. Il veut surtout montrer que l'armée russe va prendre sa revanche. Ça a été long et compliqué, ça a été sanglant des deux côtés. On dit les horreurs russes à Grozny et autres en Tchétchénie, les horreurs étaient largement partagées. Et donc, petit à petit, il a essayé de remonter cette armée russe. Il a encaissé, les Russes ont encaissé quand même beaucoup d'humiliations. Je vous parlais tout à l'heure de la Serbie et du Kosovo. Les Serbes sont des orthodoxes, donc des amis des Russes. Et pour eux, ce qui s'est passé en 95 avec les Bosniaques et en 99 avec les Kosovars, ça a été une immense humiliation d'être obligé de laisser faire ça. Et pareil, l'invasion américaine en Irak en 2003, qui fut une catastrophe, comme vous le savez, eh bien, ils n'ont rien pu faire pour l'empêcher, ils n'avaient pas les moyens. Eh bien là, c'est l'occasion. C'est l'occasion, puisque les services secrets russes et que l'Iran, qui aide la Syrie depuis le début, prévient les Russes, si vous n'intervenez pas, c'est mort, comme disent les jeunes, c'est mort. Eh bien, Poutine prend la décision d'intervenir. Et en septembre 2015, il intervient et il envoie son aviation. Que fait son aviation? Elle mitraille un déluge de feu sur la ligne de front que je viens de vous montrer. Un déluge de feu qui va stopper net les islamistes, qui vont perdre 10 000 hommes en une semaine. Ça va casser leur offensive. Tout le monde se bosse à ce moment-là. Les Américains, les Français, les Anglais, toujours en tête des analyses stratégiques fines, en disant ah, ça va être l'Afghanistan, leur deuxième Afghanistan. Ça ne peut pas, déjà, il n'y a pas autant de montagnes. L'Afghanistan, c'est vraiment très compliqué, ça c'est sûr. Mais la Syrie, c'est du désert, et des villes, c'est quand même pas pareil. Bien sûr qu'il y a un peu de montagne, il ne faut pas exagérer. Mais c'était quand même assez intéressant de voir
cette méfiance, enfin plus que méfiance, ces ricanements qui ont accompagné l'intervention russe. Ben, ils n'ont pas ricané longtemps. Donc Poutine est intervenu, pourquoi? Pour tester son armée et soutenir un allié, parce que lui, il ne lâche pas ses alliés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chrétiens syriens, et c'est important pour les Russes, sont majoritairement orthodoxes. Dans les chrétiens syriens, vous avez 70% d'orthodoxes et 30% liés à Rome, qu'on n'appelle pas tous des catholiques, mais peu importe. Mais grosso modo, c'est ça la différence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours avant l'intervention russe, le patriarche orthodoxe de Moscou est allé en grande pompe au Kremlin, a vu Poutine et a dit « il faut intervenir. Nos frères orthodoxes de Syrie vont mourir, vont se faire égorger. » Bon. Nous aussi, on a fait ça à une époque, mais ça remonte à 1099, c'était un peu loin, et depuis, on n'en est plus vraiment capable. Et donc, pour toutes ces raisons-là, Poutine intervient, et puis accessoirement, je voulais quand même vous présenter un ami. Il est sympathique, hein? C'est un Tchétchène. C'est un Tchétchène, il s'appelle Omar. Enfin, il s'appelait parce qu'il est mort. C'est déjà ça. Et Omar le Tchétchène, c'est un symbole en Russie. Parce que c'est celui qui a provoqué beaucoup de morts chez les soldats russes au moment de la guerre en Géorgie. Il faudrait qu'on fasse une conférence sur la Russie en tant que telle, parce que la guerre en Géorgie, c'est extrêmement intéressant. Bref, les Tchétchènes étaient là en masse pour aider les Géorgiens contre les Russes. Et le commandant le plus redouté, c'était lui, Omar le Tchétchène. Et évidemment, quand il y a eu Daesh, quand il y a eu l'appel au djihad international, mais il s'est précipité. Et il y a eu entre 5 et 10 000 Tchétchènes. Et les Tchétchènes, c'est des vrais combattants. Ce sont des vrais combattants. Les Tunisiens qui sont venus, bon, les Belges des banlieues pourries de Bruxelles et les Français de Seine-Saint-Denis, ils savaient décapiter, oui, ils savaient décapiter les prisonniers qui ne pouvaient pas se défendre. Mais au combat, on ne les a jamais tellement vus. Un peu, certains, mais minoritairement. Les Tchétchènes, c'était une autre histoire. C'était des vrais combattants. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Et c'est une raison mineure, mais c'est une raison quand même. Poutine a dit aux généraux qu'il a envoyés en Syrie, ces gens-là ne doivent jamais rentrer en Russie. Jamais. Et donc, ils ne sont pas rentrés. Et alors, à partir du moment où les Russes interviennent, eh bien, le sort des armes change, comme disent les militaires. Et à ce moment-là, c'est la reconquête progressive. Daesh est sur le reculoir. Le front al-Nosra tient toujours là. Mais la priorité, c'est ça. Et donc, en quelques semaines, les débuts ont été difficiles. Il y a eu la reconquête d'Alep, que vous avez pu suivre, qui a été alors là un monceau de désinformation. La reconquête de la banlieue de Damas, qu'on a appelée la Ghouta. Toute cette partie-là, très compliquée. C'était pas de Daesh, c'était plus al-Nosra. Et les autres milices islamistes, ça a été très difficile aussi. Et toutes les provocations, évidemment, sur les soi-disant armes chimiques utilisées par l'armée syrienne. Et donc, petit à petit, la reconquête se fait. Et dans le même temps, les Américains, jamais en veine d'intervention, qui pourtant avaient soutenu les islamistes à fond depuis le début, interviennent parce que Daesh, ça les embête un peu. Et puis eux-mêmes commencent à avoir des attentats sur leur sol. On en a moins parlé que nous, le Bataclan, mais enfin quand même, ils ont eu quelques dizaines de morts. Le marathon de New York, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était des Tchétchènes qui avaient fait le coup. Et donc Daesh est pris en tenaille entre les Kurdes soutenus par les Américains et l'armée syrienne, et c'est le début de la fin de Daesh. Et, pour l'anecdote, mais c'est une anecdote qui fait plaisir, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer la carte précédente, que vous puissiez bien visualiser. Un des hauts faits d'armes, parce qu'il y a eu des héros chrétiens dans cette guerre, et il faut quand même les saluer. Et là, il y a une ville qui s'appelle Der Erzor. Der Erzor, il y a une minorité chrétienne importante, avec beaucoup d'églises. Et Der Erzor a été pris par Daesh aux 3 quarts. Et le dernier quart a tenu 3 ans, ravitaillé par l'armée russe, par les airs. Et cette petite tache rouge que vous voyez, c'est la résistance chrétienne, avec des officiers qui sont à peu près tous morts. Et à la fin, ils ont fini avec des gamins de 13 ans, des jeunes chrétiens et alaouites, des familles à 13 ans, avec les kalachnikovs derrière les barricades, à tirer sur Daesh. Et donc,
En suivant ça, moi chaque jour je me disais, mon Dieu, demain en me levant, je vais apprendre que Deir ez-Zor est tombé. Eh bien non, Deir ez-Zor a tenu, et quand même, cette guerre, de ce point de vue-là, nous a donné quelques satisfactions. Et le lendemain de la libération de Deir ez-Zor, vous avez dans cette église, qui a été l'objet de combats furieux entre Daesh et les chrétiens, eh bien les chrétiens qui viennent à la messe, et quand on voit ça, on se dit que quand même, ça fait plaisir. Et qu'on ne perd pas toujours toutes les guerres. En tout cas, on sait où est son camp. Et alors donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite image, vous me pardonnerez pour le côté fleur bleue. C'est un mariage chrétien dans les ruines d'Alep. J'ai trouvé que c'était assez beau. Un officier chrétien, et donc, elle aussi est chrétienne, vous voyez qu'elle n'a pas de boîte d'ailleurs. Et donc, les Syriens se sont battus aussi pour ça, pour qu'il y ait encore des chrétiens qui vivent en Syrie. Et donc aujourd'hui, en Syrie, on peut considérer que les islamistes ne peuvent plus gagner. Et la situation actuelle est la suivante. Ça, c'est l'armée syrienne, qui a reconquis à peu près tout. Ça, c'est la poche d'Idlib. Vous avez peut-être entendu parler, c'est le Front al-Nosra et les autres milices islamistes. Et d'ailleurs, c'est là qu'El-Baghdadi a été tué. Il était là, peu de temps avant. Ce qui prouve qu'il y a des réseaux encore. Parce qu'il est allé de là à là, au nez et à la barbe de tout le monde. Au nez et à la barbe des Russes, des Syriens, des Américains, des Kurdes, de tout le monde. Donc, sacré réseau pour faire ça quand même. Et donc, province d'Idlib, que les Syriens aimeraient bien reconquérir, mais les Turcs y ont des hommes et arment et nourrissent à peu près la moitié des milices islamistes. Là, ça devient compliqué. Sauf le Front al-Nosra, qui s'appelle maintenant, pour la petite histoire, Hayat Tahrir al-Sham. Si vous voyez dans le HTC pour les intimes, si vous voyez HTC dans le journal, vous verrez, ah, c'est l'ancien Front al-Nosra qui a voulu se refaire une virginité parce qu'ils ont fait tellement d'horreur au début de la guerre que même en Syrie, ça commençait à faire beaucoup. Donc là, vous avez une partie de milices islamistes pure et dure, issue du Front al-Nosra, et l'autre partie soutenue par les Turcs. L'armée syrienne est là, et aimerait bien, évidemment, libérer la poche d'Idlib. 40 000 combattants islamistes. 40 000. Qu'il va falloir déloger un par un, parce que, avant, les Russes avaient été malins, pour éviter des batailles de rue épouvantables dans Alep, dans la banlieue de Damas, ils négociaient. Les Syriens n'étaient pas très contents, mais enfin, c'est les Russes qui commandent. Et donc, les Russes disaient, bon, allez, il en reste 400, on va avoir 3000 morts pour les déloger, parce qu'ils sont en zone urbaine, puis ils savent se battre, puis ils ont des snipers partout, c'est du sérieux. Ils ont appris à se battre depuis 8 ans. Et donc, ils négociaient en disant, vous pouvez partir avec vos familles, et les armes légères. Et on vous emmène, sous la protection de l'armée russe, sinon les Syriens nous auraient tous égorgés à la sortie. Et donc, vous en avez plein, des milliers comme ça. À chaque défaite des islamistes, il y avait une négociation. Et les Russes ont fini par convaincre les Syriens de faire ça. Parce qu'ils ont dit aux Syriens, mais attendez, vous aviez une armée, elle est réduite à quoi aujourd'hui? Combien d'hommes avez-vous en état de vous battre? 20 000? 30 000? Voilà, quand on parle des 300 000 morts, c'est déjà cette guerre qui a fait 300 000 morts, l'horrible Bachar qui tue son propre peuple, c'est invraisemblable dans une guerre civile, c'est par définition. Bon. Donc, cette litanie sur les 300 000 morts, parce que c'est 300 000 le nombre de morts, eh bien, il faut savoir que là-dedans, vous avez 100 000 soldats syriens. 100 000 soldats syriens. 100 000 islamistes, 100 000 civils. C'est à peu près équilibré. Pour autant qu'on le sache. Pour autant qu'on le sache. Donc, 40 000, voire 50 000 islamistes dans la province d'Idlib, bonne chance. Et donc, les Russes disent aux Syriens, non, on n'y va pas, trop coûteux, et puis pour l'instant, on discute avec les Turcs. Et c'est là que s'est produit le dernier coup de théâtre, la dernière Trumpitude. Il avait dit, mais cela étant, il avait dit qu'il fallait se retirer pendant sa campagne électorale. Il n'a pas trompé son électorat, lui. Alors évidemment, en France, on est stupéfait. Comment il fait ce qu'il a dit? C'est insensé, c'est pas fait pour ça, la démocratie. Eh bien, Trump, lui, a toujours dit que d'aller au Proche-Orient, c'était une bêtise, pour être poli. Et que l'invasion de l'Irak en 2003 est la pire des bêtises qui ait pu être organisée par les États-Unis, sur quoi je pense qu'il a un peu raison. Et donc, ça fait longtemps qu'il veut
Non, je dis qu'il a un peu raison parce qu'il y en a plein, d'autres, c'est dans ce sens-là. C'est pas la pire parce qu'il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on se dit que... Bon. Mais celle-là était quand même particulièrement grave. Les chrétiens d'Irak, pour la petite histoire, enfin pas pour la petite histoire, les chrétiens d'Irak ne s'en remettront jamais. Jamais. À Amman, j'ai eu l'occasion de rencontrer une brave chrétienne française qui se dévouait pour les chrétiennes irakiennes. Les hommes étaient presque tous morts. Pour les chrétiennes irakiennes qui s'étaient réfugiées dans la banlieue d'Amman dans un dénuement, mais total, complet. Et elle m'a dit, elles ne s'en remettront jamais, elles ont toutes été violées des dizaines et des dizaines de fois par les hommes de Daesh. Donc elle m'a dit, la chrétienté d'Irak, c'est fini. Bon, c'est pas drôle. Il reste le Liban, il reste un peu la Syrie. Et donc là, il y avait une enclave kurde et américaine. C'est-à-dire que les Américains occupent la Syrie quand même, une partie de la Syrie. Et puis, l'autre jour, ça ne nous a pas échappé, Trump a dit, cette fois on s'en va. Et donc, il est parti, et il a laissé les Turcs envahir le nord-est de la Syrie. Il a laissé les Turcs envahir, j'ai bien dit les Turcs envahir le nord-est de la Syrie. Pourquoi? Parce que là, c'est plein de Kurdes. Que les Kurdes s'étaient auto-octroyé une certaine autonomie, profitant de la faiblesse de l'État syrien. Et donc, toute cette partie-là où les Kurdes, tout en étant minoritaires, il ne faut pas croire qu'ils sont majoritaires, on a l'impression, en écoutant nos braves médias, que les Kurdes, là, sont chez eux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La majorité des gens qui sont là sont arabes, pas kurdes. Mais c'est quand même une forte minorité. Au moins 30 à 40%, ça compte quand même. Donc ils étaient là, et, vous connaissez l'histoire, Erdogan, le sultan turc, considère que c'est une base arrière de son mouvement terroriste kurde, qu'on appelle le PKK, et qui vient là se réfugier à intervalles réguliers. Ce qui est un peu exagéré, mais ce qui n'est pas complètement faux non plus. Et donc les Turcs ne pouvaient pas bouger tant que les Américains protégeaient les Kurdes, évidemment. Les Américains se retirent, les Turcs entrent. Et donc l'armée syrienne en a profité pour remonter et reprendre, y compris le lieu emblématique de Raqqa, qui fut la capitale de l'État islamique. Capitale de l'État islamique. Et donc l'armée syrienne a repris toute cette zone-là, sans combattre, puisque les Américains se retiraient. À un détail près, c'est l'article que j'ai fait sur la faute à Rousseau il y a 2 jours, c'est que pendant que les forces spéciales américaines, qui est au nombre de 2000 à peu près, se sont retirées de cette zone-là, les Américains ont fait entrer des blindés depuis l'Irak sur toute cette zone-là. Pourquoi cette zone-là, qui est à moitié désertique, voire aux 3/4? Parce que c'est là qu'il y a le pétrole. Eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est là où il faut dire un mot des matières premières, parce que, sans tomber dans la matière première, cause première de toutes les guerres, non, les guerres c'est toujours un faisceau de raisons. Jamais une ou deux grandes, si, peut-être une ou deux principales, mais il y a toujours quand même plein de raisons. Et donc les matières premières ont joué leur rôle dans cette histoire. Si vous vous rappelez de la première carte, je vais vous la remontrer. Là, vous voyez, là, il y a le Qatar. Qatar très riche, grâce au gaz. L'Arabie Saoudite est devenue riche grâce au pétrole. Le Qatar, c'est le gaz, sa spécialité. Eh bien, le Qatar avait un grand projet pour exporter son gaz. Ça commençait à bien faire, tous ces bateaux, c'est long, c'est coûteux, c'est interminable. Un grand oléoduc qui faisait ça. Belle idée. Quel est l'élément gênant dans l'histoire? Ah, c'est la Syrie. C'est la Syrie. Et pourquoi c'est la Syrie? D'abord parce que la Syrie n'a aucune raison de faire plaisir au Qatar. Mais dans un premier temps, Bachar al-Assad, qui n'était pas complètement idiot et qui savait très bien ce qui allait arriver si jamais il refusait au Qatar le passage de l'oléoduc par la Syrie, risquait d'avoir des ennuis. Et donc il en a parlé à son ami Poutine. Et il a dit voilà, le Qatar il veut ça. Et Poutine a dit ah non, c'est mon gaz qu'on exporte, c'est pas le gaz du Qatar. Et donc mon gaz à moi, il passe par là, par la Turquie aussi, la mer Noire, la Turquie, etc. Les Balkans et l'Europe. Et donc les Russes, deux grands oléoducs, l'autre est dans le nord, on l'appelle Gulf Stream, Gulf Stream 2, eh bien, il passe au nord pour redescendre en Allemagne.
l'Allemagne étant le premier client russe en matière de gaz. Eh bien, les Russes ont dit non. Et ça se passait quand? En 2010. C'est drôle, hein, quand même, comme coïncidence de date. Et donc, il est évident, ça a joué, la guerre serait peut-être arrivée quand même, mais si le Qatar et l'Arabie Saoudite se sont jetés à corps perdu dans cette guerre, c'est parce qu'il fallait renverser ce régime. Après, on dit qu'il est impie, pensez bien, ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, pour le Qatar, c'était le gaz. Et donc peut-être que Poutine a eu un remords en disant c'est peut-être un peu de ma faute tout ça finalement. Et donc je vais aller les aider, je ne peux pas les laisser tomber. Pour la Russie, ça a été une sorte de résurrection stratégique, cette guerre. C'est la première fois que la Russie prenait le pas sur toutes les autres nations. D'abord, ils n'avaient pas le choix de savoir pour qui ils étaient. Nous, à un certain moment, on se tordait les méninges. Oui, mais alors le Front Al-Nosra, par rapport à eux, c'est pas compliqué, on soutient le régime, point. Et on soutient le régime, pourquoi? Pas seulement parce qu'il y a des chrétiens, mais aussi parce que c'est notre allié. Et on ne lâche pas notre allié. Et on n'a jamais digéré de lâcher les Serbes. Jamais. Et donc, nous, on ne lâche pas nos alliés. Et il faut que le monde sache qu'on ne lâchera plus jamais nos alliés. C'est ça le point fondamental de l'intervention de Poutine. Et puis, parallèlement, ça ne vous a pas échappé que depuis, la Russie compte dans le concert des nations. D'ailleurs, au même moment, il y a eu l'affaire de l'Ukraine. Et puis surtout l'affaire de Crimée. Ils ont réussi dans le même temps à récupérer la Crimée sans tirer un coup de feu. Alors c'était pas très compliqué, enfin si, c'était très compliqué à monter, mais c'était facilité par le fait que la quasi-totalité de la population de Crimée est russe. Et que donc ils ont été accueillis à bras ouverts, évidemment, ils sont avant tout russes. C'était une combinaison du Politburo du temps de Khrouchtchev, qui pour faire plaisir aux Ukrainiens qui lui avaient fait une concession sur je ne sais plus quoi, avait donné la Crimée à la grande fureur de la Fédération russe qui disait mais non, mais la Crimée est russe, elle n'a jamais été ukrainienne, il n'y a jamais eu d'Ukrainiens en Crimée. Donc ça n'est qu'un retour au bercail, en quelque sorte. Mais donc ça coïncide avec le moment où la Russie entre à nouveau dans le concert des nations. La Russie à nouveau compte. Et comme les Américains, eux, sont en pleine crise de confiance, quand on lit aujourd'hui les livres qui sortent aux États-Unis, de la part des géopoliticiens, géopolitologues américains, ils disent tous la même chose, c'est la fin de la domination américaine, c'est la fin de l'hégémonie américaine. Alors vrai, pas vrai, on peut analyser ça longuement, c'est d'ailleurs extrêmement intéressant. Je pourrais venir vous en parler un jour si ça vous intéresse. Eh bien, ça coïncide avec le retour de la Russie. Et donc ça bouleverse. Ça bouleverse l'échiquier mondial. Parce que jusqu'à présent, les Américains étaient partis d'un concept, après la chute de l'Union soviétique, ils avaient imaginé, c'est extraordinaire, ils avaient théorisé ça, la fin de l'histoire. Ça y est, c'est fini, c'est la fin. Nous n'avons plus d'ennemis. Nous n'avons plus d'ennemis parce que nous avons gagné la guerre froide, c'est vrai. Ils ont gagné la guerre froide, objectivement. L'Union soviétique a fini exsangue, les Américains ont fini ruinés, enfin, à coup de planche à billets, on s'arrange. Mais en tout cas, les Soviétiques ont fini exsangues et ça a entraîné la chute du communisme. Et à ce moment-là, ils n'ont pas vu venir un autre ennemi. Le 11 septembre, ils vont comprendre qu'il y a un autre ennemi. Eh bien, ils n'ont pas vu que l'histoire ne se finissait jamais. Et le retour de la Russie dans ce contexte-là, qu'ils avaient soigneusement environné de bases de l'OTAN à peu près partout, eh bien pour eux, la Russie ne comptait plus. Ne comptait plus, c'était fini. Et donc la guerre en Syrie a eu non seulement ce grand mérite de permettre à un régime non islamiste de résister aux pires islamistes, jamais aussi nombreux qu'on ait vu dans l'histoire des guerres quand même. Il faut bien quand même avoir... enfin des guerres récentes au Proche-Orient. Je ne parle pas après des grandes guerres entre les Perses et les Byzantins, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, et on n'a jamais vu non plus une concentration internationale. On n'a jamais vu Daesh. C'est quand même extrêmement nouveau ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que la guerre en Syrie, qui est loin d'être finie, a été absolument fondamentale pour remodeler l'échiquier, premièrement, et deuxièmement, permettre, en quelque sorte, l'affaiblissement américain. Alors, il me reste quelques minutes pour vous parler de l'Iran, parce qu'il faut quand même dire un mot sur l'Iran, parce que c'est dans le prolongement. Vous avez
il s'est passé également quelque chose d'extrêmement important, mais je vais être plus bref parce que c'est plus facile à appréhender, et c'est finalement dans le prolongement de ce qui se passe en Syrie. Pour Trump, je vais vous le mettre en photo. Parce que... il a grandi. Bon. Pour Trump, c'est un personnage moi, que je n'aime pas beaucoup, un personnage qui se vante de ne jamais lire de livres, je ne peux pas avoir de la considération pour lui. Cela étant, pour être tout à fait clair, heureusement qu'il a gagné contre Hillary Clinton. Hillary Clinton aurait mis la Syrie à feu et à sang. À feu et à sang. Damas serait rasé. Elle l'a montré en Libye. C'était une belliciste. Et donc il faut, malgré tous ses défauts, parce qu'il y en a, hein, mais il faut quand même se réjouir qu'Hillary Clinton n'ait pas été élue. Et Clinton, son mari avait commencé par détruire la Serbie, et donc sa femme aurait détruit la Syrie, c'est évident. Donc, quand même, sur un plan strictement géopolitique, se réjouir de l'élection de Trump, qui en plus est moins interventionniste que les autres. Mais, il a 2-3 marottes, Trump. Il aime Israël, mais alors passionnément. Pas seulement à cause de son gendre. Il a donné sa fille à Jared Kushner, qui est un juif extrêmement convaincu, extrêmement religieux, extrêmement riche, mais très convaincu quand même. Et donc, il a une passion pour Israël pour une deuxième raison, dont on parle moins, et qui est très importante. Ce sont les évangélistes. Les évangélistes américains, c'est ceux qui ont élu Trump. La quasi-totalité de l'électorat évangéliste a voté Trump. C'est eux qui ont fait basculer ça. Il y a aussi le petit blanc du Middle West, ça, les journaux l'ont beaucoup dit. Les petits blancs du Middle West, qui étaient écrasés par la mondialisation, ont voté Trump. Comme nous, les Gilets jaunes, votent Marine Le Pen. C'est à peu près le même processus. Ce sont les oubliés de la mondialisation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les évangélistes, qui eux, alors, croulent sous l'argent. Mais eux, c'est pour des raisons métaphysiques. Parce que, pour un évangéliste, eh bien, le Christ doit revenir à Jérusalem. Et donc, c'est très important pour eux, parce que la fin des temps se passera à Jérusalem. Et donc, Jérusalem, c'est encore plus important pour eux que l'Amérique, si on peut le dire. Et donc, les évangélistes ont voté Trump en masse, parce que Trump avait dit « La capitale d'Israël sera Jérusalem, je la transférerai de Tel Aviv à Jérusalem ». Et donc, les États-Unis et Israël, qui sont main dans la main depuis 1948, ça tout le monde le sait, mais n'ont jamais été autant main dans la main que sous Trump, pour les raisons que je viens de vous donner. Et qui est l'ennemi le numéro 1 d'Israël? Qui, aujourd'hui? Eh ben oui. Eh ben oui, c'est lui. C'est lui l'ennemi numéro 1. Alors pourtant, lui, c'est pas le plus méchant, hein. Vous vous rappelez tous de l'ayatollah Khomeini, alors lui c'était un méchant. D'ailleurs vous vous rappelez qu'on l'a gentiment accueilli à Naufle le château pendant 2 semaines, où il a pu faire tranquillement sa petite révolution islamiste, et nous on était là bêlants devant ses futurs maîtres islamistes, c'était une brillante opération ça encore. Il faut reconnaître que stratégiquement, en Occident on en a fait des bêtes, ces 40 ou 50 dernières années. Lui c'est le modéré de la bande, c'est ça qui est paradoxal. Les Iraniens ont voté pour lui. Parce qu'il a dit, moi je veux faire un accord nucléaire, il faut arrêter la guerre, et il faut, la guerre économique, et il faut que l'Iran décolle. Et l'Iran a parfaitement les moyens de décoller. Ils sont 80 millions d'habitants, c'est un niveau d'éducation extrêmement élevé, et, entre l'Iranien moyen et le Jordanien moyen, vous avez un canyon entre les deux. Et donc, Rouhani, le modéré, se fait élire, il fait l'accord nucléaire qu'Obama signe. Obama signe, malgré Fabius, qui a tout fait pour l'empêcher, le grand ami d'Israël. Et donc, en échange du renoncement par l'Iran de ses recherches nucléaires, eh bien, en échange de ça, il y a des investissements des grandes entreprises européennes, occidentales, pour aller en Iran et aider à son développement. Total commence à s'installer, Peugeot commence à s'installer. Et Trump arrive, et là, il faut reconnaître aussi qu'il l'avait dit. Il avait dit 2 choses. Il a dit, je vais arrêter d'intervenir au Proche-Orient. C'est pas tout à fait tenu, parce que je vous rappelle que les puits de pétrole, il a quand même donné son aval pour que ce soit occupé par les blindés américains. Bon, on lui a parlé de pétrole. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un officier du Pentagone qui a dit, on sait comment lui parler maintenant. On lui a parlé de pétrole et de dollars, et il a dit, ah bon, alors d'accord, si c'est pour une œuvre, c'est bon, on y va. Et donc ce côté business l'a beaucoup intéressé.
tant que le Pentagone lui parlait de stratégie au Proche-Orient, il me dit arrêtez, vous n'avez fait que des bêtises. Et donc, mais quand on lui a parlé de là, et d'ailleurs dans une interview, il a dit je vais envoyer ExxonMobil là-bas pour remettre un peu d'ordre dans la production de pétrole. C'est quand même extraordinaire. Et alors ce brave Rouhani, lui, eh bien maintenant, en Iran, eh ben, il est vilipendé, ridiculisé. Pourquoi? Parce qu'il a signé un accord. Qu'est-ce qu'il a eu en échange? Rien. Rien. Et alors donc c'est pas très malin, parce que ça renforce le clan des durs. Et le clan des durs, ce sont les gardiens de la révolution, c'est pas des plaisantins. Et alors donc depuis que Trump a lancé les hostilités commerciales contre l'Iran, évidemment tout le monde occidental s'est couché, et Peugeot, Total et tous les autres sont tous partis, et donc l'Iran est en train de s'enfoncer dans la crise économique, et donc forcément, le clan des durs, des plus islamistes, alors ce sont des chiites, c'est moins grave que des sunnites, c'est une des différences, on aurait plus de temps pour développer ça, mais le chiite a tendance à être peu prosélyte, alors que le sunnite est prosélyte. Le chiite, vous lui dites, un jour, le chiisme régnera dans le monde entier. Bon, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Le sunnite, si, un jour, le sunnisme régnera dans le monde entier. D'ailleurs, vous savez qu'en France, tous les musulmans sont sunnites. L'immigration iranienne, on ne peut pas dire qu'elle nous ait bouleversés ces derniers temps. Donc, tous les Maghrébins sont sunnites. Tous ceux qui viennent des Balkans, tous ceux qui viennent sont tous sunnites. Tous. Et le sunnite est prosélyte, mais beaucoup plus terroriste que le chiite. Et donc, il y a une guerre qui se déclenche, une guerre commerciale qui se déclenche entre les États-Unis et l'Iran, et en même temps, évidemment, l'Arabie Saoudite, qui commence à avoir des problèmes économiques. Pourquoi? Eh bien, parce que les États-Unis ont eu la bonne idée, eux, de développer le pétrole de schiste et le gaz de schiste. Nous, surtout pas. On va faire sauter toute la planète si on fait ça. Mais eux, pas si bêtes, se sont lancés là-dedans. Résultat, ils sont autosuffisants de pétrole, bientôt exportateurs, et alors ils sont loin d'avoir les réserves des grands producteurs, même des réserves de la Russie ou du Venezuela. Ils sont loin d'avoir ces réserves-là. Mais, au train où ça va, d'ici peu, ils peuvent être le premier producteur mondial de pétrole. C'est quand même pas mal pour un pays qui n'en a pas tant que ça. Et donc ils ont moins besoin de ces sympathiques sunnites, qui sont les Saoudiens, ça c'est Mohamed Ben Salman, MBS pour les intimes. Donc, lui, il est embêté par deux choses. Premièrement, le pouvoir saoudien est en train de vaciller, l'Arabie saoudite est moins riche qu'avant, et ça commence à bouger dans la société saoudienne. Puis dans le même temps, il y a l'Iran en face de lui. Et alors militairement, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, il n'y a pas photo. Ça, alors là, s'il y a une guerre entre les deux et que les Américains ne s'en mêlent pas, ça prend 8 jours pour qu'ils soient à la Mecque. Ce serait assez drôle d'ailleurs de voir les chiites prendre la Mecque. Quoi qu'il en soit, le nœud du problème, pour Mohamed Ben Salman, c'est contenir l'Iran. Et ce qui est très important, et j'en finirai par là parce que mon temps de parole est dépassé et je vais avoir de gros yeux. Non, continuez, je vous en prie. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est vraiment tout à fait nouveau. Il y avait vraiment de quoi être surpris. Il ne nous a pas échappé qu'un drone américain a été abattu par les gardiens de la révolution iranienne, qui ont dit qu'il était chez nous, les Américains disent qu'il n'était pas chez nous, il n'était pas chez eux, il était dans les eaux territoriales des Émirats Arabes Unis. Peu importe, à la limite. Ce qui compte, c'était pas un petit drone, c'était pas un petit drone de gamin dans les jardins. C'était un drone à 100 millions de dollars. Du sérieux, c'était de la taille d'un avion. Vous avez toutes sortes de drones maintenant. Les militaires savent ça. Et donc, à 100 millions de dollars le drone descendu, on s'est dit, que vont faire les Américains? Jusqu'à présent, c'était le feu nucléaire, enfin pas nucléaire, mais c'était le feu classique qui pouvait tomber dessus. On s'attendait à ce que des installations pétrolières, militaires, iraniennes se fassent bombarder. Rien. Rien du tout. Pire. Les généraux du Pentagone ont dit qu'il faut riposter. 100 millions de dollars dans l'eau, c'est quand même, ça fait beaucoup. Et Trump a dit oui, d'accord, allez, on envoie les avions. Et donc ça se passait dans son petit bureau, avec 2-3 généraux, et puis les avions décollent. Et Trump demande à un général, c'est lui qui le raconte, demande à un général, au fait, ça va faire combien de morts cette histoire? Le général, je sais rien, moi, comme si on comptait les morts quand on bombardait. Depuis 1945 en Allemagne, on sait bien que ça n'a aucune importance. On dit, je sais pas, peut-être une centaine.
Oh non, tout ça pour un drone, non, c'est trop. Demi-tour. Et les avions font demi-tour. Alors, j'ai du mal à croire à cette histoire. Je pense plutôt... Les avions, par contre, ont vraiment décollé, ont vraiment fait demi-tour. Ça, c'est facile à vérifier. Donc ça s'est passé comme ça. Mais après l'histoire des 100 morts, comme si ça pouvait émouvoir Trump, d'avoir 100 morts. C'est une blague. Et donc, ce qu'il a voulu faire, c'est donner un avertissement aux Iraniens, en disant, attention, je peux faire ça. Sous-entendu, la prochaine fois, je le fais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne l'a pas fait. Alors, heureusement qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Il n'y avait pas de pilote dans le drone. Parce que alors là, s'ils avaient tué un pilote, alors là, c'était autre chose. Parce que ça, ils n'aiment pas ça, qu'on leur tue des gens. Mais donc, c'est quand même assez étonnant ce qui s'est passé. Ça veut dire que réellement, dans la doctrine de Trump, il y a un retrait. Et alors, ce retrait a aussi une autre raison. D'abord, l'Arabie Saoudite est un allié moins stratégique qu'avant, pour les raisons que je vous ai données. Vous vous rappelez ce partage du monde, non. Cet accord en 1945 entre Roosevelt et l'Arabie Saoudite, pétrole contre sécurité. Ça a été vital pour les États-Unis pendant des décennies et des décennies. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus parce que les Américains sont en autosuffisance. Et donc, non seulement on s'est laissé abattre un drone sans réagir, mais en plus de ça, vous avez vu qu'il y a quand même des installations pétrolières saoudiennes majeures qui ont été rasées en 1 heure par des drones et par des missiles iraniens. Alors ce qui est drôle, c'est que ce sont les Houthis du Sud qui ont revendiqué, en disant c'est nous qui avons fait le coup. C'est une blague. En fait, on sait à peu près maintenant d'où est parti le coup. Je vais vous montrer une carte pour que ce soit plus clair, puis Mohamed Ben Salman, ça va, là, c'est lui. On dirait un Français. Vous voyez, ça c'est les Houthis qui font la guerre au Yémen contre l'Arabie Saoudite. Et les installations pétrolières étaient là à peu près. Et donc, les Houthis ont dit, c'est nous. Bon, pas crédible une seconde. Et les Iraniens ici ont dit, ah ça c'est pas nous. C'est vrai, c'est pas parti de là. C'est eux, mais c'est pas parti de là. C'est parti de là, en Irak. Parce que les Américains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fin stratège, avaient en Irak un dictateur sunnite, Saddam Hussein. Saddam Hussein qui a été utilisé à un moment donné par les puissances occidentales pour affaiblir l'Iran. Vous vous rappelez de cette guerre terrible entre Iran et Irak. Si Saddam Hussein a déclenché la guerre contre l'Iran, alors lui, c'est une guerre sainte contre les chiites, et les Iraniens disaient c'est une guerre sainte contre les Irakiens, mais l'agresseur, c'était bien l'Irak, à la demande de qui? De l'Occident, qui voulait affaiblir l'Iran, toujours pour protéger Israël. Toujours. Et puis pour donner une leçon à l'Iran islamiste, qui avait quand même cassé les pieds à tout le monde, puis pour les Américains, c'était aussi une vengeance pour leurs otages. Vous savez qu'ils sont restés 2 ans dans des conditions quand même épouvantables, prisonniers à l'ambassade. Donc, mais Saddam Hussein a fait tout ça pour ça. Et après, le malheureux, il a cru qu'il avait le droit d'envahir le Koweït. Ah ben non, on lui avait dit un peu, si, ben non, bon, dans les faits, non. Donc, ils se sont fait zigouiller une première fois en envahissant le Koweït. Et ensuite, comme George Bush devait réagir après le 11 septembre 2001 et qu'envahir l'Afghanistan, alors que c'était de là qu'était parti le coup, notamment d'Arabie Saoudite aussi. Mais Al-Qaïda était à ce moment-là extrêmement puissant en Afghanistan, donc il a envahi l'Afghanistan et ils ont tué des milliers de gens d'Al-Qaïda. Très bien, ça pouvait suffire en l'occurrence, puis pour une fois c'était justifié. Mais non, ça n'a pas suffi. Et ils ont fait le pas de trop, ils ont dit tiens, on va se faire l'Irak. L'Irak, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette histoire? Rien, puis en plus Saddam Hussein n'est pas du tout islamiste, au contraire, il n'arrête pas de les prendre et de les torturer dans toutes les prisons d'Irak. Oui, mais si, c'est pas grave. Et de toute façon, on a décidé d'exporter la démocratie. C'est le moment où il y a cette doctrine extrêmement funeste des néoconservateurs. Les néoconservateurs, bellicistes dans l'âme, avaient décidé de remodeler le monde. Puisque cette histoire de la fin de l'histoire n'avait pas marché. Effondrement du communisme, fin de l'histoire. C'est pas vrai, il y a des islamistes partout. C'est pas la fin de l'histoire, il y a un nouvel ennemi. Puis un nouvel ennemi, moins puissant, mais plus compliqué quand même à identifier. Et donc, il faut agir de telle sorte qu'il n'y ait plus d'islamistes. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus d'islamistes? Il ne faut plus qu'il y ait de dictature. Il faut qu'il y ait la démocratie. Comme ça, les gens seront heureux. Alors, les géopoliticiens, ils n'ont pas vraiment compris l'Orient. Le problème en Orient n'est absolument pas un problème de démocratie.
D'ailleurs, quand ils ont envahi l'Irak et qu'ils ont élégamment fait pendre Saddam Hussein, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez eu donc l'insurrection islamiste, qui a causé des milliers de morts américains, entre parenthèses, très très belle opération. Puis ensuite, ils ont fait des élections. Et donc, qui a gagné? Les chiites, parce que les chiites sont plus nombreux que les sunnites. Parce que les notions de droite et de gauche en Orient, c'est pas le sujet. Religieux d'abord. Et donc, un sunnite ne votera jamais pour un chiite. Un sunnite ne dira pas, moi je suis de gauche, j'ai un chef de gauche, je vote pour lui. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc les chiites sont plus nombreux, et donc maintenant, ils sont au pouvoir. Et donc les Américains ont réussi cet exploit extraordinaire, par leur intervention, de renverser un régime sunnite avec lequel ils pouvaient parfaitement s'entendre, mais leur obsession bien arrangée, droit de l'homiste, faisait que ce n'était pas possible. Et donc cette doctrine, on va rétablir la démocratie partout. On appelle ça aussi régime change, changer de régime. Et c'est donc le pire moment des interventions américaines. C'est le moment où il faut intervenir pour donner du bonheur aux gens, c'est-à-dire de la démocratie, et donc changer les régimes. Cette doctrine a encore la vie dure, même si elle est en train progressivement de disparaître, parce que l'affaire de l'Irak a été un traumatisme aux États-Unis. Et puis les mensonges sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Vous rappelez tout ça, ce pauvre général Colin Powell en train de brandir une petite fiole à l'ONU et en train de dire « Ah, c'est ça l'arme de destruction massive », ils ne s'en est jamais remis, le malheureux. C'était pitoyable cette intervention. Eh bien, cette doctrine, ils ont quand même essayé de le faire au Venezuela récemment. Aucune sympathie pour Maduro, il a l'air quand même d'être... Il est assis sur des barils de pétrole et il réussit à plonger son pays dans une pauvreté massive. Quand même, le type, il doit être assez bon dans le genre. Cela étant, les Américains ont voulu recommencer. Et donc, il y a le président de la Chambre qui s'est autoproclamé président de la République du Venezuela, et une heure après, l'ambassade américaine le reconnaissait. C'est-à-dire que, quand même, on ne peut pas s'en empêcher. Mais, cela étant, c'est en retrait, et c'est pour ça que l'Iran a une certaine tranquillité devant elle. Accentué par le fait qu'en face de l'Iran, là vous avez le détroit d'Ormuz, et là vous avez les États arabes unis. Les États arabes unis, c'est la seule armée un peu efficace. Ce sont les seuls qui savent un peu se battre. D'ailleurs, c'est eux qu'on a envoyés au Yémen. C'est eux, Émirats arabes unis, qui sont allés au Yémen se battre contre les chiites, parce que c'est les seuls qui étaient capables, parce que les Saoudiens en étaient incapables. Et les Émirats arabes unis, ce qui prouve que le monde change. On dit aux Américains, non, pas de guerre avec l'Iran, hein, parce que nous, on est en première ligne, puis les Iraniens, ils sont bourrés de missiles, de tout ce que vous voulez, de drones, etc. On va s'en prendre plein la tête, et donc, hors de question. Et les Émirats arabes unis, on dit aux Américains, hors de question, sinon, on change d'allié. Et comme dans le même temps, il y a un gisement de gaz là, très important, sous-marin. Et figurez-vous que l'Iran est obligé, pour des raisons géographiques, de le partager avec le Qatar, nos amis du Qatar. Et donc les Qataris parlent avec les Iraniens. Péché mortel pour un sunnite. Les Saoudiens insultent tous les jours les Qataris pour cette raison-là. Mais donc les Américains se sentent moins en sécurité, alors je vous rassure, 50 bases là à peu près. Mais ils n'ont quand même pas réussi à empêcher la destruction des raffineries saoudiennes. Et donc là aussi, c'est quand même dans ces raffineries qui se trouvaient à peu près ici. Et donc c'est parti de là, oui j'étais parti de là, c'est parti de là parce que discrètement, vous avez des tas de milices chiites iraniennes ou pro-iraniennes qui sont installées ici. Et discrètement, les gardiens de la révolution iranienne, les durs des durs du régime, se sont installés là, ont installé des bases de lancement, et c'est de là que c'est parti. Donc après, les Iraniens peuvent dire, c'est pas nous, c'est parti de là. Et les Américains, on ne peut plus l'empêcher, sinon quand même, ils l'auraient empêché. Et donc ça montre la fragilité et de la protection américaine, et de l'Arabie Saoudite, incapable de protéger ces installations pétrolières. 50% de la production saoudienne partait en une heure. 50%. Déjà qu'ils avaient le problème de rentrée de devises, ça ne va pas arranger leurs affaires. Et là, et j'en finirai par là, parce que cette fois il faut vraiment s'arrêter. Et là, c'est quand même, on rentre également dans un monde nouveau, aucune réaction. La réaction du Pentagone, aiguillée par Trump évidemment, a été de dire
nous laissons aux Iraniens, aux Saoudiens, nous laissons aux Saoudiens le soin de déterminer qui est coupable. Comme tout le monde le sait, c'est une façon de dire qu'il ne se passera rien. Et donc, ces deux points de tension du Proche-Orient, que j'ai essayé de vous expliquer, de vous synthétiser ce soir, montrent bien qu'on est dans un monde qui change, avec la Russie, qui revient sur le devant de la scène, et l'Amérique, qui, malgré sa puissance, est en train, mais volontairement, de s'effacer. Voilà la grande leçon de ces deux points de tension. Et donc ça montre que le Proche-Orient, malgré tout ce qu'on peut dire, reste sur le plan géopolitique un peu le centre du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine. Bon, comme je sais que vous êtes pressé, on va passer la parole tout de suite à nos auditeurs. Vous avez quoi? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Alors, il y a un micro là, à votre disposition. Et j'imagine que vous avez tous beaucoup de questions. Oui, monsieur. Pourquoi y a-t-il une telle rivalité entre l'Iran, qui est un peuple développé, et Israël, alors que l'Iran ne fait pas de prosélytisme, le chiite ne fait pas de prosélytisme, ils sont loin, alors qu'il y a la Palestine, tous les Arabes, les Émirats qui sont autour d'Israël. On ne comprend pas cet antagonisme. On ne comprend pas pourquoi l'ennemi numéro un d'Israël, ce serait l'Iran. Parce que c'est la seule nation qui aujourd'hui peut les menacer. Si vous voulez, toute la stratégie israélienne, c'est de morceler les pays. C'est pour ça que la destruction de l'Irak, ils ont applaudi des deux mains. Le morcellement du Liban, ils ont applaudi des deux mains, même si le Hezbollah au sud les embête. Et en Syrie, j'en ai pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais en Syrie, pendant toute la guerre, ils ont soutenu les islamistes. Ils avaient sur le Golan un hôpital de campagne pour les islamistes, qui, de temps en temps, montaient par là, parce qu'il y avait une zone d'insurrection extrêmement forte, et les islamistes blessés étaient soignés dans les hôpitaux israéliens. Régulièrement, l'armée israélienne intervenait pour aider les islamistes. Parce que d'une part, ils voulaient les utiliser comme zone tampon entre les Iraniens, qui étaient présents également dans le coin pour des raisons purement militaires, et eux. Donc le Golan, il fallait un tampon, et ce tampon pouvait être les islamistes de Al-Nusra et de Daesh, ça les dérangeait en rien. Et donc, c'était pour faire cette zone tampon, mais aussi parce que si le régime syrien s'effondrait, on partait sur 20 ans d'anarchie en Syrie. La Syrie n'existait plus, en réalité. Et donc, ça les arrange tout à fait. Israël ne peut prospérer, ne peut survivre, ne peut avoir sa sécurité complètement assurée que sur un champ de ruines, en réalité. D'où les multiples interventions, ou alors, quand on a besoin d'une alliance, comme l'Arabie Saoudite, quand les Américains ont passé alliance avec l'Arabie Saoudite à cause du pétrole, ils ont obligé les Saoudiens à arrêter de dire du mal d'Israël et à s'entendre avec Israël. Le seul qui n'est pas tenable, qui continue à dire du mal d'Israël et qui est une menace pour Israël, c'est l'Iran. C'est pour ça que pour Israël, objectif numéro 1, affaiblir l'Iran. Et si Trump a relancé tout ça, c'est pour faire plaisir à Israël, même dès sa campagne électorale, parce qu'il a eu le vote juif pour ces raisons-là aussi. Tout président américain ne peut être élu que s'il a le vote juif, évidemment. Et Hillary Clinton avait beaucoup travaillé pour avoir le vote juif, mais Trump a été plus loin, et donc c'est lui qui l'a eu. Donc c'est la raison pour laquelle, si demain l'Iran est détruite, Israël pourra se dire « je n'ai plus d'ennemis ». L'ennemi, ça va être le Hezbollah. Quand même, pas non plus, c'est pas ça qui peuvent mettre leur sécurité en péril. Donc objectif numéro 1, l'Iran. Peut-être la Turquie aussi. Non, parce que la Turquie, c'est comme l'Arabie Saoudite. Elle est dans l'OTAN, et les Américains ont longtemps, alors ils s'entendent moins aujourd'hui, c'est vrai, mais Poutine s'entend bien avec Israël. Donc même si les Turcs se rapprochent des Russes, de toute façon ils resteront toujours autonomes, hein, un peu près des Américains, un peu près des Russes, un peu loin selon les arrangements. Mais jamais ils feront d'Israël leur objectif numéro 1. Jamais. Parce que déjà, les Russes et les Américains, quels que soient leurs alliés du moment, ne toléreront pas. Parce que Poutine aussi est pro-israélien, parce qu'il a une énorme diaspora russe en Israël. Et donc ces relais, lui, son ennemi, c'est l'islamisme. Ce ne sont pas les juifs. Et donc les vieux pogroms russes et tout ça, lui, c'est pas du tout sa culture. Ça n'intéresse pas du tout.
Et donc c'est pour ça que le seul ennemi aujourd'hui déclaré d'Israël, c'est l'Iran, à cause de sa puissance. J'ai répondu à votre question, monsieur? Oui, oui. Bonjour. J'ai une question concernant l'Iran. Vous avez dit que l'Iran n'était pas très prosélite. Effectivement, nous, ceux qui commettent des attentats en France, c'est donc des sunnites en réalité. Oui. Et pourquoi est-on en fait alliés à des États, enfin pas alliés, mais fait-on de bonnes affaires avec des États comme l'Arabie? Pourquoi est-on proche du Qatar alors que ce sont eux qui font du prosélytisme, ce sont eux qui font des attentats chez nous, alors que les chiites, pas du tout. Et donc ne devrait-on pas, contrairement aux Américains, qui ont leurs propres raisons, effectivement, l'histoire de l'ambassade, etc., pourquoi sommes-nous suivistes à ce niveau-là? D'abord, on est suiviste des Américains. Ensuite, on a vendu beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite, au Qatar, c'est un client important. Et puis, fondamentalement, la diplomatie française qui a été autonome à un certain moment, sous De Gaulle, sous Chirac, c'est pas que je les aime beaucoup, mais je suis objectif. À partir du moment où il y a eu Nicolas Sarkozy, elle est devenue totalement pro-américaine. Il réintègre la France de l'OTAN et il s'aligne sur les positions américaines. Et ça aurait été Chirac, par exemple. Encore une fois, je ne l'aime pas, hein, mais j'analyse les choses objectivement. Ça aurait été Chirac, président de la République au moment de la guerre en Syrie, mais ça ne se serait pas du tout passé comme ça. Parce que lui, il savait parfaitement que la diplomatie française était une diplomatie arabe, de façon extrêmement ancienne, qu'on avait des décennies de relations communes avec la Syrie, que les services secrets français et les services secrets syriens se parlaient beaucoup. Et d'ailleurs, certains membres des services secrets ont laissé entendre que toutes les affaires du Bataclan et autres, si on avait conservé des liens étroits avec les services secrets syriens, on aurait eu des renseignements, ça n'aurait peut-être pas empêché, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, on aurait eu des renseignements, on est devenu sourd et aveugle. On a décidé de s'aligner sur la diplomatie américaine. Peut-être que maintenant c'est un peu en train de changer, un peu, mais en tout cas on a choisi notre camp, les sunnites. Et c'est pour ça aussi que comme un seul homme, eh bien, on a soutenu les islamistes en Syrie, tout comme les Anglais, tout comme les Allemands et tout comme les Américains, pour les mêmes raisons. Parce que diplomatiquement, on n'est plus capable de faire preuve de la moindre autonomie. Une autre question? Eh bien, buvons. Ah non, il en reste. Il y a des Druzes dans tout ça. Les Druzes, c'est un peuple très spécial, même que le Kurde est kurde, le Druze est Druze, avant tout. Je reviens du Liban, j'avais un chauffeur Druze. Il faut toujours avoir un chauffeur au Liban, même dans les zones les plus sécurisées, parce qu'ils conduisent comme des malades. Et le plus grand danger, ce ne sont pas les attentats, c'est les accidents de la rue. Tout à fait. J'ai l'expérience comme vous voulez. Et donc des bons chauffeurs avec des revolvers. Hein, oui, je suis sûr qu'il était armé, je suis certain qu'il était armé. Et alors, le guide était chrétien. Et donc, j'avais l'impression que le Druze parlait ni français ni anglais. Et voilà, il faisait semblant. Et donc, je demande au chrétien, le chauffeur, il est chrétien aussi? Il me regarde, il me dit, bah, je sais pas. Je dis, comment ça, vous savez pas? Bah, il faut bien savoir. Puis il me regarde, il me dit, ah, vous n'êtes pas libanais, vous? Je dis, bah non. Il dit, au Liban, on ne pose pas des questions comme ça. Bah, je vais lui poser quand même, hein. Et puis le Druze dit, je suis Druze. Donc il avait tout entendu. Et il dit, ah mais ça m'intéresse beaucoup que vous soyez Druze. C'est pas pour tous les soldats français que vous avez tués au 19e, parce que ça a quand même un peu castagné avec les Druzes. Mais vous êtes musulman? Il me dit oui. Et alors c'est quoi votre islam? Mahomet, et puis ma famille, et puis le travail. Ouais. En fait, j'en fiche complètement, comme les Kurdes. Et donc, les Druzes ont eu... c'est un peuple courageux. Ce sont des guerriers redoutables. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la guerre civile, dans le Chouf, ils ont tué des milliers de chrétiens. Ce sont des gens... Et quand on discute avec les chrétiens libanais, ils ont tous la même analyse. On ne sait jamais ce que pense un Druze. Il peut te faire un sourire et t'égorger dans la seconde qui suit. Le Druze est Druze. Stratégiquement, ils ne comptent plus. Ils n'ont jamais vraiment compté, sauf quand ils se sont révoltés, parce que c'était des combattants redoutables, et l'armée française avait eu du mal à les battre. Mais là, ils sont 200 000, 300 000. Et donc, même au Liban, ça ne pèse pas. Donc, le Druze est en quelque sorte accessoire aujourd'hui au Liban. Une autre question? Oui, monsieur? Pardon, oui, madame.
C'est la femme du président, c'est plus important. Bon. Non, c'est le Liban, vous en avez pas parlé. Ben non, parce que mon temps était compté. Le Liban, en 2 phrases, si vous voulez. Vous parlez des révoltes, des manifestations actuelles, par exemple? Non, par exemple, la Syrie l'a envahi à un moment donné de l'histoire. Oui. Alors ça, c'était effectivement, pendant la guerre civile au Liban, qui a duré de 75 à 90, la Syrie a occupé une partie du Liban. Les Syriens et les Libanais se détestent. Et donc, même un Libanais chrétien, il y en a un jour qui m'a dit, les chrétiens syriens qui crèvent. Bon, c'est violent, hein, mais je lui dis, oh non, on ne peut pas dire ça quand même. Il dit, et nous, quand on crevait, ça les dérangeait. C'était eux qui nous ont envahis aussi, il y avait des soldats chrétiens qui nous ont envahis. En fait, le fond de l'affaire, c'est très irréconciliable, parce que la France, au moment du mandat français sur le Proche-Orient, a donné l'indépendance au Liban. Et la Syrie ne l'a jamais digérée, parce que pour elle, c'est une province. C'est une province de la Grande Syrie. Et tout part de là. Et donc les Libanais regarderont toujours les Syriens avec terreur en disant un jour, ils remettront le couvert. Et les Syriens les regardent avec mépris en disant c'est à nous. Vous voyez, le fond de l'affaire est là. Pour le résumer vraiment très brièvement, mais ça mériterait de longs développements passionnés. La question que vous fassiez pour vous-même. Pardon? La question que vous fassiez pour vous-même. D'où provient votre passion pour le Moyen-Orient? Parce que je me suis passionné très jeune pour l'histoire des croisades. Parce que j'étais fasciné par l'histoire des croisades. Je rêvais quand j'avais 12 ans du Moulin et des autres héros des croisades. Donc j'ai lu plein de choses sur les croisades. Et donc forcément, déjà je me suis intéressé ensuite au château des croisades. Je rêvais de voir le krach des chevaliers, de voir tous ces châteaux. Et donc je pleurais sur le sort des Templiers le soir de la bataille d'Atine, dont la tête a été tranchée sur ordre de Saladin. Excuse-moi, alors là, si vous commencez une conférence sur les croisades, vous n'avez pas fini. Et donc, bref, en se passionnant pour ça, forcément, on se passionne après pour le sort des chrétiens d'Orient. Puis quand on est chrétien, on se passionne forcément pour les chrétiens d'Orient, c'est quand même là que c'est né. Et donc, se dire que là où le Christ est né, il peut un jour ne plus y avoir de chrétiens, ça interpelle, comme on dit dans le monde moderne. Et puis, au moment où cette guerre s'est déclarée, ça m'a passionné depuis la première heure. Au bout de quelques jours, le hasard faisait que je dînais à côté du patron du Figaro, qui n'était pas encore patron à ce moment-là, mais qui est devenu patron, qui s'appelle Alexis Brézet. Brillant journaliste, pas si éloigné que nous, mais quand même, au fil du temps, je trouve qu'il s'éloigne un peu, ses papiers sont plus tout à fait les mêmes. Et je lui ai dit, tu crois que le régime va tenir? Il m'a dit, mais non, comment veux-tu? Ils ont le monde entier contre eux, c'est foutu. Je lui ai dit, mais tu réalises que si jamais le régime syrien tombe, les chrétiens vont se faire égorger jusqu'au dernier, et après c'est Liban qui va tomber? Il m'a regardé, il m'a dit, tu crois? Bon, de toute façon, c'est plié. Merci infiniment, Antoine.